Le jour, irrésistiblement, achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur. Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires révèle la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes. Bien le bonsoir Twitch, bienvenue dans un nouveau live et lecture, l'émission du jeudi soir dans laquelle nous lisons, d'où le titre de l'émission. J'ai le grand plaisir de vous retrouver d'ores et déjà, nombreux quelques-uns dans le clavardage. Bonsoir à Dracophanie qui nous dit bonsoir, ce soir je suis une oreille. Je suppose que je suis d'une oreille le temps de m'occuper de ma fille, mais il n'y a pas de problème Dracophanie. De toute manière, l'émission est prévue pour être écoutée. Il y a de l'image, mais finalement, elle est totalement accessoire. Vous pouvez tout à fait écouter l'émission sans jamais voir une image et que ça fonctionne très très bien pour vous. Bonsoir Raveline, qui s'est posé sur l'épaule de Suisse Kazoo, qui est présent aussi et qui semble être un élémentaire de fatigue. En même temps, je peux concevoir, Monsieur Zou a déjà des semaines assez éprouvantes, mais Monsieur Kazoo réussit quand même à être présent dans à peu près tout, puisqu'il était là lundi soir dans une émission de jeu de rôle qu'on vient de poser en rediffusion sur Odyssée d'abord et sur YouTube avant. Donc Odyssée a eu la primeur. Je ne saurais que trop vous inviter de rejoindre la chaîne Odyssée de l'Aube des Songes si ce n'est pas encore fait, avec le lien que je vous poste immédiatement dans le clavardage. Et à vous abonner sur la chaîne YouTube si vous n'avez pas fait, mais vraiment allez voir la chaîne Odyssée, elle commence à être bien remplumée. D'ici à la fin de l'année elle sera complètement à jour, et d'ores et déjà les nouveaux directs, donc les cafés des fables, les émissions jeux de rôle, et pas encore les live lectures parce qu'il faut que je mette à jour avec les différents épisodes du Conte de Monte Cristo, mais une fois que c'est fait, une fois que ce sera fait plutôt, eh bien les lives de la semaine seront en primeur quelques heures avant sur Odyssée, avant d'arriver sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous à la chaîne Odyssée. C'est un service concurrent de YouTube qui est tout à fait bon, qui à mon avis sera le prochain grand concurrent qui peut-être mettra même YouTube à genoux. En tout cas, c'est un concurrent très 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 sérieux qui fait déjà de l'excellent travail. Et qui a l'avantage d'être libre en termes de ce qu'il laisse permettre, de ce qu'il permet plutôt à ses animateurs. Donc si un jour on devait avoir un pépin pour une raison ou pour une autre, eh bien rendez-vous sur Odyssée, tant pour les rediffusions que pour les lives, puisque ce service-là permet de faire les deux. Bonsoir, n'est-ce pas donc qui nous rejoint? Bienvenue à toi dans ce live lecture où nous allons lire la suite du Conte de Monte Cristo. Et bien sûr, Suisse Kazoo était là dans la rediffusion du Maître du Donjon de lundi, dont j'ai trouvé le titre un petit peu par hasard. C'était « Alors, c'est l'histoire d'une fusée ». Cette émission jeu de rôle qui n'avait aucun sens. Si entre deux live lectures vous avez envie d'une émission un peu plus légère, un peu plus loufoque et où la réflexion est complètement absente, on est là vraiment juste pour faire des blagues, je vous invite à aller voir les Maîtres du Donjon en général, et alors c'est l'histoire d'une fusée en particulier, parce que là
le public qui devait constituer le scénario avait fait fort. Je pense que c'est clairement le scénario le plus idiot qu'on ait jamais maîtrisé dans un maître du donjon. Raveline, bien remis de Fusili, l'aube des anges et Suisse Kazoo. Bien, concrètement, ça va. Concrètement, ça va. Mais j'admets que j'ai eu de la peine parce que j'ai continué à travailler dessus parce qu'il fallait faire une miniature de qualité. Je me suis un peu cassé la tête pour trouver quelque chose qui fonctionnerait avec ce direct-là, ce qui n'était pas évident en termes de composition. Mais j'ai fini par faire quelque chose, je pense, drôle, à défaut d'être de qualité, en tout cas qui est parfaitement dans le ton. Pouf. L'orthographe du titre m'a tendu d'ailleurs. Ah ben, c'est l'orthographe d'un enfant de 6 ans, c'est le principe. Donc, il suffit de voir ça. Mais c'est à peu près la même idée que Urbex à Tchernobyl. C'est le même type de blague. Bien. Sushikazu va se remettre en boule sous la douche. Ah ouais, il y a un petit côté rappel traumatisant, effectivement, on va pas se le cacher non plus. Mais bon, ce n'est qu'un direct jeu de rôle. Ça pourrait être pire. Et vous, comment ça va? Comment se passe la suite de votre semaine? Là, on arrive tranquillement, on va dire à peu près au milieu, donc j'imagine que probablement que les parties un peu complexes, ou en tout cas le plus gros de la semaine est déjà passé maintenant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes sur le chemin du retour du travail? Est-ce que vous y êtes encore et que vous écoutez ça de manière totalement illégitime et illégale? Est-ce que vous êtes déjà chez vous? Comment ça se passe pour vous? Je rappelle que je pense commencer la lecture d'ici à priori 19h15. Maintenant, a priori, on n'a pas de Bavard Stories juste après, donc... c'est encore un simple live lecture ce soir. Les jeudis soirs, ces jeudis soirs reprendront a priori la semaine prochaine. Je sais qu'on a Sweet Pelote DB qui risque de se pointer dans les quelques minutes qui suivent. Dans les auditeurs habituels, elle en fait clairement partie. Donc... je propose d'attendre en tout cas jusqu'à 19h15. Ensuite, nous verrons où nous en sommes. Si j'ai de quoi continuer à vous combler les oreilles, à raconter des choses. Si je n'ai plus rien dans ma besace, alors à ce moment-là, nous commencerons l'histoire, quitte à ce que les personnes qui ratent le début récupèrent ça dans la rediffusion qui sera disponible samedi dans la journée, samedi dans la soirée sur YouTube à 18h et un petit peu plus tôt sur Odyssée, vraisemblablement. Tout ça. D'ailleurs, il faudra que je recalcule parce qu'en fait, si je me rappelle bien, avec les rediffusions Twitch, je dois laisser 48 heures avant d'avoir le droit de les publier ailleurs. Donc techniquement, on termine le direct à 21h à peu près, donc 48 heures plus tard, ça fait... ouais, techniquement, je les mets un petit peu trop tôt. Techniquement, je les mets même un tout petit peu trop tôt. Ça devrait être samedi à 21h. Mais je ne fais pas ça. Bien. Bonjour aux nouveaux d'ailleurs qui débarquent dans les live lectures. N'hésitez pas à venir dire bonjour dans le clavardage. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à passer faire un petit bonjour pour vous faire un petit tour du propriétaire. Cette semaine et dans les live lectures, nous lisons des livres purement et simplement. C'est comme si c'était une série télé du jeudi soir, mais purement en audio, donc l'image ne vous sert à rien. Installez-vous, branchez vos écouteurs, continuez de faire la vaisselle, votre repas, ou détendez-vous sur votre canapé, buvez un petit verre de je ne sais quoi. C'est vraiment la même idée que écouter les histoires de Pierre Bellemare. Ça a été un peu... ça a été une de mes sources d'inspiration pour faire ça en tout cas. En ce moment nous sommes sur le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Ça me fait toujours rire de dire en ce moment nous sommes sur le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas puisque l'histoire est terriblement longue. Mais nous venons d'attaquer le 2e tome. Il y a tout à fait moyen de reprendre en cours de route puisque deux choses. La première, si vous débarquez vraiment pour la première fois que vous avez peur d'être largué, si vous me le précisez dans le clavardage, je vous fais un petit tour d'horizon rapide pour vous placer les enjeux principaux. Et de toute façon, il y a le précédemment qui, en quelques secondes, vous remet absolument dans l'ambiance et vous resitue les actions principales en cours.
Raveline qui dit « Je suis fatigué parce que j'ai nagé 1 heure de natation ce matin, je suis allé voir mon neveu et ma nièce et je suis la déception parce que normalement j'avais la reprise d'une campagne de jeu de rôle, mais ça a été annulé pour cause de 2 joueurs malades. » Bah écoute, bon rétablissement à tes joueurs malades. Et du coup, ben, repose-toi bien. Récupère bien de ton sport. Bonsoir Medraelar, bonsoir jeune compteur. Si tu as des histoires là cachées dans ton coffre, tu as 2 options. Ah oui, bah, bonsoir jeune compteur. Si tu as des histoires là cachées dans ton coffre, tu as 2 options. Tu peux soit les garder au chaud, attendre d'avoir des enfants qui l'ouvrent cette malle, ou tu peux toutes nous les raconter et faire plaisir à ton public. Selon moi, la question est vite répondue. Aïe 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 aïe. Bah, en soi, j'ai des histoires qui attendent dans ma malle. Ce sont les histoires que je prépare toutes les semaines pour les tipeurs. D'ailleurs, si vous voulez passer un petit tour sur Tipeee, c'est par ici que ça se passe. Si vous trouvez que mon travail mérite un salaire, eh bien rendez-vous sur le Tipeee de l'Aube des Songes. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule récompense. Je trouve qu'il faut que je vous propose quelque chose qui vaille la peine. La seule contrepartie disponible, elle est à partir de l'équivalent du prix d'un café par semaine. Vous recevez à partir de ce moment-là, tous les dimanches à midi, une histoire écrite de ma plume, une histoire originale, toutes les semaines, directement dans votre boîte mail, tous les dimanches à midi, y compris pendant le temps des vacances. Il n'y a que les tipeurs qui reçoivent de mes nouvelles et de mes histoires, y compris quand je suis en vacances. Donc si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à les rejoindre et à mettre le juste prix. Je connais quelqu'un qui est toujours à quelques euros de la contrepartie et ça me fend le cœur parce que je voudrais absolument lui envoyer les nouvelles. Mais si c'est pas le juste prix, je ne peux pas envoyer les nouvelles. Voilà, donc n'hésitez pas. Cela dit, il faut que vous sachiez que ce n'est pas le seul moyen d'obtenir ces nouvelles, puisque concrètement, je suis en train de les compiler les unes après les autres, et si les tipeurs ont la primeur des histoires, ce qui est garanti, c'est qu'à la fin des fins, c'est-à-dire début 2022, je vais compiler toutes les nouvelles de 2021, en faire un seul et gros dossier, et à partir de là, je vais tout relire, repenser toutes les nouvelles, tout en écrivant des nouvelles carrées, c'est des nouvelles, mais je vais les reprendre toutes les unes après les autres. Et bonsoir à Patient Cortex. Reprenons donc toutes les nouvelles les unes après les autres, les remanier, les peaufiner, les rendre meilleures, leur faire un petit toilettage, les rendre plus belles, mieux structurées, avec de meilleures orthographes et des corrections là où je trouve qu'elles en méritent. Et une fois que ce sera fait, j'aurai un recueil de nouvelles que je me ferai fort d'éditer. Et donc, vous aurez la possibilité d'acheter à la fin des fins les recueils des nouvelles, à concurrence de 1 par an, tant que je continue d'écrire des nouvelles toutes les semaines. Et du coup, là, j'ai un titre provisoire. Et donc, le premier tome sera compilé, relu et écrit, peaufiné, tout prêt pour 2022. Je ne sais pas encore combien de temps ça mettra pour être édité et vendu, mais au moins ce sera en cours pour 2022. Et je vous donnerai des nouvelles aussi pour l'essai que je coécris avec Titi, qui est en phase de finition également. Bonsoir Noctambule, enfin Ambule, je m'en remets pas, hein, Noctambule, je suis désolé, Ambule, je reste sur ton ancien pseudonyme. Bonsoir, bienvenue pour les live lectures du jeudi soir, la suite du conte de Monte Cristo. Suizkazu, pourquoi quand l'Aube des Songes a dit le juste prix, j'ai eu un générique en tête. L'avantage, c'est que je ne connais pas le générique du juste prix, donc du coup tout va bien pour moi. Tac. Ouais, un recueil de nouvelles pas fraîches. Eh, attendez, ça veut dire que tous les gens qui n'ont pas typé peuvent quand même lire ces histoires, d'une part. Simplement, ils n'auront pas eu les PDF originaux. C'est ça l'avantage aussi d'être sur Tipeee, c'est que vous avez les nouvelles fraîches, sorties du moule. Ça veut dire qu'elles ont quelques imperfections, mais vous avez aussi les PDF officiels, si je puis dire. Là, vous aurez les histoires, elles seront remaniées, donc vous n'aurez pas les petites ratures sur le côté. Ce sera remodelé, ça vaudra quelque chose, et vous aurez uniquement la forme du recueil, mais vous pourrez tout de même prendre connaissance des histoires. Ça permettra du coup à vous, qui peut-être avez envie de typer, mais hésitez encore, vous dites que peut-être pas cette semaine, la semaine prochaine ou je ne sais quoi, et en même temps l'idée de « Ah, mais ça fait combien d'histoires que je rate, etc. » Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours les récupérer, enfin vous pourrez toujours les récupérer en trouvant les recueils une fois qu'ils seront publiés, en tout cas le premier recueil, pour
pour commencer. Et puis, ça permettra aussi à des gens qui ne connaissent pas encore l'Aube des Songes, qui ne connaissent pas encore ces nouvelles-là, qui trouveraient ça dans une librairie, de découvrir aussi ces histoires par ce moyen-là. Patient Cortex, est-ce que ce sera disponible en France? Je ne sais pas, Patient Cortex. Pour la simple et bonne raison que je vais finir une première aventure éditoriale avec l'essai que je coécris avec Titi en ce moment, qu'on est en train de terminer concrètement. Là, on est en train de le poncer, les derniers détails, on fait les derniers fignolages. On va l'imprimer une première fois, le relire au total sur un support physique, faire des dernières corrections, mais vraiment les derniers léchages, les derniers détails. Une fois que c'est fini, on envoie ça à Livia pour qu'elle nous fasse une maquette. Et une fois que la maquette est terminée, on court les éditeurs et on va voir comment ça se passe. Maintenant, à titre personnel, je souhaite que ce soit disponible en français, en Belgique, France et Suisse dans un premier temps. Et puis au-delà, si ça intéresse vraiment des gens, mais j'aimerais vraiment que ce soit visible en francophonie européenne. Et pour les recueils de nouvelles, c'est le même objectif que je me fixe. Maintenant, ça va dépendre beaucoup de cette première expérience, sachant que si ça fonctionne bien avec des éditeurs, eh ben, je continuerai avec ces mêmes éditeurs. Si ça fonctionne pas bien, je chercherai peut-être d'autres éditeurs. Et si, même en cherchant d'autres éditeurs, ça ne fonctionne pas bien, à ce moment-là, je partirai sur un système d'auto-édition. Et si c'est le cas, je créerai un site internet pour que vous puissiez les acheter en ligne. Et à ce moment-là, ce sera livrable partout, du moment qu'il y a les frais de transport qui vont avec. Je pense de toute manière mettre un site en ligne dans le courant de l'année 2022. Parce que ça arrive maintenant de plus en plus que des gens me demandent des informations sur les spectacles ou subitement sur les livres ou alors sur d'autres émissions, etc. Et autant le Discord de l'Aube des Songes fait une partie du travail, mais ça ne recoupe pas tout. Et comme les réseaux sociaux, j'arrive pas vraiment. Twitter, je ne veux pas m'y mettre. Facebook, j'y arrive plus. Donc concrètement, création d'un site, c'est prévu pour 2022. Et là-dessus, ce sera grosse recoupe d'absolument tous les projets, les livres, les spectacles, les émissions et les autres projets dont je vous parle pas, mais qui sont en cours de préparation d'une manière ou d'une autre. Et là-bas, l'idée, c'est que je mettrai une boutique en ligne aussi pour que vous puissiez commander les livres, qu'ils soient chez un éditeur ou qu'ils soient auto-édités. Tout ça, c'est de la prospective. Je vous en parle un peu maintenant parce que c'est en train d'arriver à l'horizon, mais on est très très loin d'être sur de la musique déjà écrite sur partition. On est vraiment dans de la prospective. L'Aube des Songes, je suis d'accord. Twitch tout seul, c'est suffisant. C'est insuffisant, tu voulais dire, Medrael. Pif paf pouf. Qu'est-ce que ça raconte? Ah, voilà. Bonsoir, Sweet Pelote DB. Très très heureux de vous retrouver. Ah, attendez. Le fameux pas avant d'avoir un salaire. Je suis pas sûr d'avoir compris, Medrael. Raveline, prends bien note et commandera le recueil quand il sortira. Après, il y a aussi un truc que je ne dis pas encore, c'est... Ah, on verra. Ça j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de trop m'avancer non plus. Hop. Qu'est-ce que ça raconte? Ah, j'ai raté. Oui, c'est Medrael que j'ai raté. Et d'ailleurs, bonsoir Medrael, si je ne t'ai pas dit bonjour. Par contre, si tu as des conseils pour l'édition, la plume sera extrêmement intéressée par un retour. Ah, à ce moment-là, il faut que la plume vienne me parler quand j'aurai les premiers livres édités. Parce que là, actuellement, j'en sais pas plus que vous. Si vous voulez, l'aventure de l'édition va commencer d'ici quelques mois, quelques semaines, quelques mois pour Titi et moi, mais c'est une première. C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait à deux et ce que j'ai fait quelque part avec les nouvelles, c'est que j'ai déjà écrit des livres. Voilà. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Maintenant, j'ai pas encore vécu l'aventure de la recherche de la maison d'édition, de l'édition, de la vente et de la promotion. Donc ça va venir, j'ai confiance, mais ce sera courant 2022
au mieux, peut-être un peu plus tard, mais encore une fois, c'est de l'expectative. Je peux me fixer un plan, ça c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vous en parle. Maintenant, les délais réels, les conditions que ça va impliquer et le reste, je n'en sais absolument rien et je serais particulièrement malhonnête de vous prétendre le contraire. Je m'excuse à l'avance, dit Passion Cortex, je serai pas là très tard, je me lève à 4h du matin, waouh, dur. Et je suis particulièrement fatigué, mais je reste un peu. Merci beaucoup Passion Cortex d'être dans les parages. En tous les cas, on terminera pas plus tard que 21h, on a juste la lecture du soir. Et puis je crois pas que... Non, Bavard ne fait pas de direct ce soir, donc de toute manière, juste après, ce sera terminé. Au pire des cas, Passion Cortex, n'hésite pas si le cœur t'en dit, à venir directement finir d'écouter l'émission dans ton lit. Je sais qu'à titre personnel, je prenais un plaisir fou à écouter des histoires racontées à la radio dans mon lit et m'endormir en les écoutant. Donc vraiment, Sens-toi libre, c'est aussi fait pour ça. Sud-Pelote DB dit oui, prête, je suis un peu en retard car je regardais les cigognes qui se sont arrêtées sur un sapin de mon jardin. Waouh, ça doit être magnifique. Raveline prépare sa batte à clous rouillée pour les méchants Villefort, Danglars et Fernand. Ah oui. Medrael, ça permettra de comparer nos expériences. Ça veut dire que vous avez déjà fait une première édition, Medrael? Est-ce que c'est ça ce que j'en comprends? Ou alors est-ce que vous êtes... Est-ce que vous avez déjà écrit... Enfin, vous avez déjà écrit et vous avez déjà édité? Ou vous êtes en train d'écrire et vous avez jamais édité? Je t'admets que ces messages me semblent flous. Est-ce que j'ai raté d'autres choses dans les différents autres messages? Hop. Non, il me semble que j'ai tout lu jusqu'à maintenant. Je vais voir s'il y a une réponse de Medrael. Mais, il est 19h25. Je pense que sous peu, nous allons pouvoir commencer à lire l'histoire du soir. En tout cas, la partie de l'histoire du soir. Alors, préparons d'ores et déjà le texte. Et où est le texte? Il est là, le texte. Il n'est pas au bon endroit, le texte. Si, il est au bon endroit? Si, il est au bon endroit. Fantastique, fabuleux, merveilleux. Ah voilà. En même temps, qui a dit que Medrael était net? Non, Medrael dit non, mais on termine le roman pour la fin du mois si tout va bien et on espère lancer la machine de l'édition d'ici novembre. Félicitations! Félicitations, n'hésite pas par ça à venir passer un coup de promo quand tu as terminé pour jeter, pour faire ta promotion purement et simplement. Par son contexte, je l'ai déjà fait quelques fois, l'aube des songes, c'est tellement agréable une lecture avant de dormir, du bonheur pour moi, j'en suis absolument ravi. Passion Cortex. Medrael, moi, Claire, ah non, c'est ma cousine, ça... On sent qu'il y a quand même une certaine fatigue qui plane dans le clavardage. Mais vous êtes toujours fidèle au poste, toujours présent pour les live lectures. J'en suis, encore une fois, particulièrement honoré. De Balzac. Bon, sur ce... Wow, ça m'a surpris, j'avoue, ça pique. Alors, pif paf pouf. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir de la lecture dans votre live lecture? Hein? Eh oh. Attends, voir, c'est où? C'est où? Non, ai-je dit 2 fois? Faut-il donc que je trisse? Bon, dans tous les cas... Je vous ai compris! Nous allons y aller. Nous allons y aller, ne vous en faites pas. Hop, hop, hop. Bien. Alors. Les gens sont là, les gens sont présents, les gens sont magnifiques, les gens sont beaux, je suis ravi. Merci d'être là encore une fois. Je m'en vais immédiatement couper les notifications le temps de la lecture. Non, pas un protecteur, mais une protectrice absolument Raveline. Les véritables références. Voilà. Et là, c'est la version avec Daniel Sorano. Bien. Alors,
Chers amis, nous en étions restés dans le tome 2 du Comte de Monte Cristo avec ce cher Fernand et ce cher Albert de Morcerf qui voulaient absolument prendre une calèche pour poursuivre leur voyage en Italie, mais ça ne se passait pas très bien puisque toutes les calèches étaient occupées au temps du carnaval. Malgré leur insistance, ils avaient de la peine à en obtenir une. Finalement, ils en obtiennent une et en voulant faire le tour de la ville, leur hôte, maître Pastrini, leur apprend que le terrible Luigi Vampa est dans les parages, et après leur avoir raconté la légende de Luigi Vampa, leur itinéraire a priori été changé, le courage n'étant que modérément au cœur de nos nouveaux protagonistes. Franz, tu veux dire absolument Franz, merci Raveline. Ce faisant, il est temps de reprendre leurs aventures, puisque nous cherchons encore le moment où notre héros, le cœur de cette histoire, celui qui donne son nom à l'aventure, à savoir Edmond Dantès, n'est toujours pas réapparu depuis le début du 2e tome. En attendant, bien sûr, il faut savoir se remettre dans l'ambiance. C'est pour ça que nous allons nous remettre dedans immédiatement avec le fameux précédemment. Et sur ce, si vous le voulez bien, l'Aube des songes commence. Précédemment, dans le Comte de Monte Cristo. Le seigneur Simbad nous a chargé de tous ses compliments pour votre excellence, et nous a dit de lui exprimer le regret qu'il a de ne pouvoir prendre congé d'elle. Mais il espère que vous l'excuserez quand vous saurez qu'une affaire très pressante l'appelle à Malaga. Ah ça, mon cher Gaetano, tout cela est donc véritablement une réalité. Il existe un homme qui m'a reçu dans cette île, qui m'y a donné une hospitalité royale et qui est parti pendant mon sommeil. Il existe si bien que voilà son petit yacht qui s'éloigne, toute voile dehors, et que, si vous voulez prendre votre lunette d'approche, vous reconnaîtrez selon toute probabilité votre hôte au milieu de son équipage. Quant au souper, vous allez être servi à l'instant même. Et quant à la calèche... Comment quant à la calèche? Monsieur, on fera tout ce qu'on pourra pour vous en avoir une. Voilà tout ce que je peux vous dire. Voulez-vous nous exposer l'objet de votre visite? Vous avez dit à votre cocher de sortir par la porte del Popolo, de faire le tour des murs et de rentrer par la porte Santo Giovanni. Ce sont mes propres paroles. Eh bien, cet itinéraire est impossible. Ou de moins fort dangereux. Dangereux? Et pourquoi? À cause du fameux Luigi Vampa. Au Colisée! Par la porte del Popolo, Excellence, ou par les rues? Par les rues, morbleu! Par les rues! Ah, mon cher, en vérité, je vous croyais plus brave que cela. Et tout de suite, la suite de votre feuilleton.
Franz avait trouvé un terme moyen pour qu'Albert arrivât au Colisée sans passer devant aucune ruine antique et par conséquent sans que les préparations graduelles ôtassent au colosse une seule coudée de ses gigantesques proportions. C'était de suivre la Via Sistina, de couper à l'angle droit devant Sainte-Marie Majeure et d'arriver par la Via Urbana et San Pietro in Vincoli jusqu'à la Via del Colosseo. Cet itinéraire offrait d'ailleurs un autre avantage. C'était celui de ne distraire en rien Franz de l'impression produite sur lui par l'histoire qu'avait racontée Maître Pastrini et dans laquelle se trouvait mêlé son mystérieux amphitryon de Monte Cristo. Aussi s'était-il accoudé dans son coin et était-il retombé dans ces 1000 interrogatoires sans fin qu'il s'était fait à lui-même et dont pas un ne lui avait donné une réponse satisfaisante. Une chose au reste lui avait encore rappelé son ami Simbad le marin, c'étaient ces mystérieuses relations entre les brigands et les matelots. Ce qu'avait dit Maître Pastrini du refuge que trouvait Vampa sur les barques des pêcheurs et des contrebandiers rappelait à Franz ces 2 bandits corses qu'il avait trouvés soupant avec l'équipage du petit yacht sur lequel s'était détourné de son chemin et avait abordé à Porto Vecchio dans le seul but de les remettre à terre. Le nom que se donnait son hôte de Monte Cristo, prononcé par son hôte de l'hôtel d'Espagne, lui prouvait qu'il jouait le même rôle philanthropique sur les côtes de Piombino, de Civitavecchia, d'Ostie et de Gaete que sur celles de Corse, de Toscane et d'Espagne. Et comme lui-même, autant que pouvait se le rappeler Franz, avait parlé de Tunis et de Palerme, c'était une preuve qu'il embrassait un cercle de relations assez étendu. Mais si puissantes que fussent sur l'esprit du jeune homme toutes ces réflexions, elles s'évanouirent à l'instant où il vit s'élever devant lui le spectre sombre et gigantesque du Colisée, à travers les ouvertures duquel la lune projetait ses longs et pâles rayons qui retombent sur des yeux des fantômes. La voiture arrêta à quelques pas de la Mesa Sudans. Le cocher vint ouvrir la portière, les 2 jeunes gens sautèrent à bas de la voiture et se trouvèrent en face d'un cicerone qui semblait sortir de dessous terre. Comme celui de l'hôtel les avait suivis, cela leur en faisait 2. Impossible au reste d'éviter à Rome ce luxe des guides, outre le cicerone général qui s'empare de vous au moment où vous mettez le pied sur le seuil de la porte de l'hôtel et qui ne vous abandonne plus que le jour où vous mettez le pied hors de la ville. Il y a encore un cicerone spécial attaché à chaque monument, et je dirais presque à chaque fraction du monument. Qu'on juge donc si l'on doit manquer de ciceroni au Colosseo, c'est-à-dire au monument par excellence qui faisait dire à Martial que Memphis cesse de nous vanter les barbares miracles de ses pyramides, que l'on ne chante plus les merveilles de Babylone. Tout doit céder devant l'immense travail de l'amphithéâtre des Césars. Toutes les voix de la renommée doivent se réunir pour vanter ce monument. Franz et Albert n'essayèrent point de se soustraire à la tyrannie cicéronienne. Au reste, cela serait d'autant plus difficile que ce sont les guides seulement qui ont le droit de parcourir le monument avec des torches. Ils ne firent donc aucune résistance et se livrèrent pieds et poings liés à leur conducteur. Franz connaissait cette promenade pour l'avoir faite 10 fois déjà. Mais comme son compagnon, plus novice, mettait pour la première fois le pied dans le monument de Flavius Vespasien, je dois l'avouer à sa louange, malgré le caquetage ignorant de ses guides, il était fortement impressionné. C'est qu'en effet, on n'a aucune idée, quand on ne l'a pas vu, de la majesté d'une pareille ruine, dont toutes les proportions sont doublées encore par la mystérieuse clarté de cette lune méridionale dont les rayons semblent un crépuscule d'Occident. Aussi, à peine Franz le penseur eut-il fait 100 pas sous les portiques intérieurs, qu'abandonnant Albert à ses guides, qui ne voulait pas renoncer au droit imprescriptible de lui faire voir dans tous leurs détails la fosse des lions, la loge des gladiateurs, le podium des Césars,
il prit un escalier à moitié ruiné et, leur laissant continuer leur route symétrique, il alla tout simplement s'asseoir à l'ombre d'une colonne en face d'une échancrure qui lui permettait d'embrasser le géant de granit dans toute sa majestueuse étendue. Franz était là depuis un quart d'heure à peu près, perdu, comme je l'ai dit, dans l'ombre d'une colonne, occupé à regarder Albert, qui, accompagné de ses 2 porteurs de torches, venait de sortir d'un vomitorium placé à l'autre extrémité du Colisée, et lesquels, pareils à des ombres qui suivent un feu follet, descendaient de gradin en gradin vers les places réservées aux vestales, lorsqu'il lui sembla entendre rouler dans les profondeurs du monument une pierre détachée de l'escalier situé en face de celui qu'il venait de prendre pour arriver à l'endroit où il était assis. Ce n'est pas chose rare sans doute qu'une pierre qui se détache sous le pied du temps et va rouler dans l'abîme, mais cette fois, il lui semblait que c'était au pied d'un homme que la pierre avait cédé et qu'un bruit de pas arrivait jusqu'à lui, quoique celui qui l'occasionnait fit tout ce qu'il put pour l'assourdir. En effet, au bout d'un instant, un homme parut sortant graduellement de l'ombre à mesure qu'il montait l'escalier, dont l'orifice, situé en face de Franz, était éclairé par la lune, mais dont les degrés, à mesure qu'on les descendait, s'enfonçaient dans l'obscurité. Ce pouvait être un voyageur comme lui, préférant une méditation solitaire au bavardage insignifiant de ses guides, et par conséquent, son apparition n'avait rien qui pût le surprendre. Mais, à l'hésitation avec laquelle il monta les dernières marches, à la façon dont, arrivé sur la plateforme, il s'arrêta et parut écouter, il était évident qu'il était venu là dans un but particulier et qu'il attendait quelqu'un. Par un mouvement instinctif, Franz s'effaça le plus qu'il put derrière la colonne. À 10 pieds du sol où ils se trouvaient tous les deux, la voûte était enfoncée et une ouverture ronde, pareille à celle d'un puits, permettait d'apercevoir le ciel tout constellé d'étoiles. Autour de cette ouverture, qui donnait peut-être déjà depuis des centaines d'années passage aux rayons de la lune, poussaient des broussailles dont les vertes et frêles découpures se détachaient en vigueur sur l'azur mat du firmament, tandis que de grandes lianes et de puissants jets de lierre pendaient de cette terrasse supérieure et se balançaient sous la voûte, pareils à des cordages flottants. Le personnage dont l'arrivée mystérieuse avait attiré l'attention de Franz était placé dans une demi-teinte qui ne lui permettait pas de distinguer ses traits, mais qui cependant n'était pas assez obscure pour l'empêcher de détailler son costume. Il était enveloppé d'un grand manteau brun dont un des pans, rejeté sur son épaule gauche, lui cachait le bas du visage, tandis que son chapeau à large bord en couvrait la partie supérieure. L'extrémité seule de ses vêtements se trouvait éclairée par la lumière oblique qui passait par l'ouverture et qui permettait de distinguer un pantalon noir encadrant coquettement une botte vernie. Cet homme appartenait évidemment, sinon à l'aristocratie, du moins à la haute société. Il était là depuis quelques minutes et commençait à donner des signes visibles d'impatience, lorsqu'un léger bruit se fit entendre sur la terrasse supérieure. Au même instant, une ombre parut intercepter la lumière. Un homme apparut à l'orifice de l'ouverture, plongea son regard perçant dans les ténèbres et aperçut l'homme au manteau. Aussitôt, il saisit une poignée de ses lianes pendantes et de ses lierres flottants, se laissa glisser et, arrivé à 3 ou 4 pieds du sol, sauta légèrement à terre. Celui-ci avait le costume d'un transtévère complet. « Excusez-moi, Excellence, dit-il en dialecte romain, je vous ai fait attendre. Cependant, je ne suis en retard que de quelques minutes. 10 heures viennent de sonner à Saint-Jean-de-Latran. C'est moi qui étais en avance, et non vous qui étiez en retard, répondit l'étranger dans le plus pur toscan. Ainsi, pas de cérémonie,
D'ailleurs, m'eussiez-vous fait attendre que je me serais bien douté que c'était par quelque motif indépendant de votre volonté. Et vous auriez eu raison, Excellence. Je viens du château Saint-Ange, et j'ai eu toutes les peines du monde à parler à Beppo. Qu'est-ce que Beppo? Beppo est un employé de la prison, à qui je fais une petite rente pour savoir ce qui se passe dans l'intérieur du château de sa sainteté. Ah je vois que vous êtes homme de précaution, mon cher. Que voulez-vous, Excellence? On ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être moi aussi serais-je un jour pris au filet comme ce pauvre Peppino, et aurais-je besoin d'un rat pour ronger quelques mailles de ma prison. Bref, qu'avez-vous appris? Il y aura 2 exécutions mardi à 2 heures, comme c'est l'habitude à Rome lors des ouvertures des grandes fêtes. Un condamné sera mazzolato. C'est un misérable qui a tué un prêtre qui l'avait élevé et qui ne mérite aucun intérêt. L'autre sera decapitato, et celui-là, c'est le pauvre Peppino. Que voulez-vous, mon cher? Vous inspirez une si grande terreur, non seulement au gouvernement pontifical, mais encore au royaume voisin qu'on veut absolument faire un exemple. Mais Peppino ne fait même pas partie de ma bande. C'est un pauvre berger qui n'a commis aucun autre crime que de nous fournir des vivres, ce qui le constitue parfaitement comme votre complice. Aussi, voyez qu'on a des égards pour lui. Au lieu de l'assommer, comme vous le serez si jamais on vous met la main dessus, on se contentera de le guillotiner. Au reste, cela variera les plaisirs du peuple, et il y aura spectacle pour tous les goûts. Sans compter celui que je lui ménage et auquel il ne s'attend pas, reprit le Transtévère. Mon cher ami, permettez-moi de vous dire, reprit l'homme au manteau, que vous me paraissez tout à fait disposé à faire quelque sottise. Je suis disposé à tout pour empêcher l'exécution du pauvre diable qui est dans l'embarras pour m'avoir servi par la Madone. Je me regarderais comme un lâche si je ne faisais pas quelque chose pour ce brave garçon. Et que ferez-vous? Je placerai une vingtaine d'hommes autour de l'échafaud, et au moment où on l'amènera, au signal que je donnerai, nous nous élancerons le poignard au poing sur l'escorte, et nous l'enlèverons. Cela me paraît fort chanceux, et je crois décidément que mon projet vaut mieux que le vôtre. Et quel est votre projet, Excellence? Je donnerai 10 000 piastres à quelqu'un que je sais, et qui obtiendra que l'exécution de Peppino soit remise à l'année prochaine. Puis, dans le courant de l'année, je donnerai 1000 autres piastres à un autre quelqu'un que je sais encore, et le ferai évader de prison. Vous êtes sûr de réussir? Pardieu, dit en français l'homme au manteau. Plaît-il? Je dis, mon cher, que j'en ferai plus à moi seul avec mon or que vous et tous vos gens avec leurs poignards, leurs pistolets, leurs carabines et leurs tromblons. Laissez-moi donc faire. À merveille. Mais si vous échouez, nous nous tiendrons toujours prêts. Tenez-vous toujours prêts, si c'est votre plaisir. Mais soyez certain que j'aurai sa grâce. C'est après-demain, mardi. Faites-y attention. Vous n'avez plus que demain. Eh bien, mais le jour se compose de 24 heures. Chaque heure se compose de 60 minutes. Chaque minute de 60 secondes. En 86 400 secondes, on fait bien des choses. Si vous avez réussi, Excellence, comment le saurons-nous? C'est bien simple. J'ai loué les 3 dernières fenêtres du café Rospoli. Si j'ai obtenu le sursis, les 2 fenêtres du coin seront tendues en damas jaune, mais celle du milieu sera tendue en damas blanc avec une croix rouge. À merveille. Et par qui ferez-vous passer la grâce? Envoyez-moi un de vos hommes déguisés en pénitent et je la lui donnerai. Grâce à son costume, il arrivera jusqu'au pied de l'échafaud et remettra la bulle au chef de la confrérie qui la remettra au bourreau. En attendant, faites savoir cette nouvelle à Peppino, qu'il n'aille pas mourir de peur ou devenir fou.
ce qui serait cause que nous aurions fait pour lui une dépense inutile. « Écoutez, Excellence, dit le paysan, je vous suis bien dévoué et vous en êtes convaincu, n'est-ce pas ? Je l'espère, au moins. Eh bien, si vous sauvez Peppino, ce sera plus que du dévouement à l'avenir. Ce sera de l'obéissance. » Fais attention à ce que tu dis là, mon cher. Je te le rappellerai peut-être un jour. Car peut-être un jour, moi aussi, j'aurai besoin de toi. Eh bien alors, Excellence, vous me trouverez à l'heure du besoin, comme je vous aurais trouvé à cette même heure. Alors, fussiez-vous à l'autre bout du monde, vous n'aurez qu'à m'écrire « Fais cela » et je le ferai. Foi de « Chut » dit l'inconnu. J'entends du bruit. Ce sont des voyageurs qui visitent le Colisée au flambeau. Il est inutile qu'ils nous trouvent ensemble. Ces mouchards de guide pourraient vous reconnaître. Et si honorable que soit votre amitié, mon cher ami, si on nous savait liés comme nous le sommes, par cette liaison, j'en ai bien peur, cela me ferait perdre quelque peu de mon crédit. Ainsi, si vous avez le sursis, la fenêtre du milieu tendue en damas avec une croix rouge. Si vous ne l'avez pas, 3 tentures jaunes. Et alors ? Alors, mon cher ami, jouez du poignard tout à votre aise, je vous le permets. Et je serai là pour vous voir faire. Adieu. Excellence, je compte sur vous. Comptez sur moi. À ces mots, le transtévère disparut par l'escalier tandis que l'inconnu, se couvrant plus que jamais le visage de son manteau, passa à 2 pas de Franz et descendit dans l'arène par les gradins extérieurs. Une seconde après, Franz entendit son nom retentir sous les voûtes. C'était Albert qui l'appelait. Il attendit pour répondre que les 2 hommes fussent éloignés, ne se souciant pas de leur apprendre qu'il avait eu un témoin et que, s'il n'avait pas vu leur visage, il n'avait pas perdu un mot de leur entretien. 10 minutes après, Franz roulait vers l'hôtel d'Espagne, écoutant avec une distraction fort impertinente la savante dissertation qu'Albert faisait, d'après Pline et Calpurnus, sur les filets garnis de pointes de fer qui empêchaient les animaux féroces de s'élancer sur les spectateurs. Il le laissait aller sans le contredire. Il avait hâte de se trouver seul pour penser sans distraction à ce qui venait de se passer devant lui. De ces 2 hommes, l'un lui était certainement étranger, et c'était la première fois qu'il le voyait et qu'il l'entendait. Mais il n'en était pas ainsi de l'autre. Et quoique Franz n'eût pas distingué son visage constamment enseveli dans l'ombre ou caché par son manteau, les accents de cette voix l'avaient trop frappé la première fois qu'il les avait entendus pour qu'ils pussent jamais retentir devant lui sans qu'il les reconnût. Il y avait surtout dans les intonations railleuses quelque chose de strident et de métallique qui l'avait fait tressaillir dans les ruines du Colisée comme dans la grotte de Monte Cristo. Aussi était-il bien convaincu que cet homme n'était autre que Simbad le marin. Aussi, en toute autre circonstance, la curiosité que lui avait inspiré cet homme eût été si grande qu'il se serait fait connaître à lui. Mais, dans cette occasion, la conversation qu'il venait d'entendre était trop intime pour qu'il ne fût pas retenu par la crainte très sensée que son apparition ne lui serait pas agréable. Il l'avait donc laissé s'éloigner, comme on l'a vu, mais en se promettant, s'il le rencontrait une autre fois, de ne pas laisser échapper cette seconde occasion comme il l'avait fait de la première. Franz était trop préoccupé pour bien dormir. Sa nuit fut employée à passer et repasser dans son esprit toutes les circonstances qui se rattachaient à l'homme de la grotte et à l'inconnu du Colisée, et qui tendaient à faire de ces 2 personnages le même individu. Et plus Franz y pensait, plus il s'affermissait dans cette opinion. Il s'endormit au jour, et ce qui fit qu'il ne s'éveilla que fort tard. Albert, en véritable Parisien, avait déjà pris ses précautions pour la soirée.
Il avait envoyé chercher une loge au théâtre Argentina. Franz avait plusieurs lettres à écrire en France. Il abandonna donc pour toute la journée la voiture à Albert. À 5 heures, Albert rentra. Il avait porté ses lettres de recommandation, avait des invitations pour toutes ses soirées et avait vu Rome. Une journée avait suffi à Albert pour faire tout cela. Et encore, avait-il eu le temps de s'informer de la pièce qu'on jouait et des acteurs qui la joueraient. La pièce avait pour titre « Parisiana ». Les acteurs avaient nom Cosellini, Moriani et Laspec. Nos deux jeunes gens n'étaient pas si malheureux comme on le voit. Ils allaient assister à la représentation d'un des meilleurs opéras de l'auteur de Lucia di Lammermoor, joué par 3 des artistes les plus renommés de l'Italie. Albert n'avait jamais pu s'habituer au théâtre ultramondain, à l'orchestre desquels on ne va pas, et qui n'ont ni balcon ni loge découverte. C'était dur pour un homme qui avait sa salle aux bouffes et sa part de la loge infernale à l'opéra. Ce qui n'empêchait pas Albert de faire des toilettes flamboyantes toutes les fois qu'il allait à l'opéra avec Franz, toilettes perdues, car il faut l'avouer, à la honte d'un des représentants les plus dignes de notre fashion, depuis 4 mois qu'il sillonnait l'Italie en tous sens, Albert n'avait pas eu une seule aventure. Albert essayait quelquefois de plaisanter à cet endroit, mais au fond, il était singulièrement mortifié. Lui, Albert de Morcerf, un des jeunes gens les plus courus, d'en être encore pour ses frais. La chose était d'autant plus pénible que, selon l'habitude modeste de nos chers compatriotes, Albert était parti de Paris avec cette conviction qu'il allait avoir en Italie les plus grands succès et qu'il viendrait faire les délices du boulevard de Gand du récit de ses bonnes fortunes. Hélas, il n'en avait rien été. Les charmantes comtesses génoises, florentines et napolitaines s'en étaient tenues, non pas à leurs maris, mais à leurs amants. Et Albert avait acquis cette cruelle conviction que les Italiennes ont eu moins sur les Françaises l'avantage d'être fidèles à leur infidélité. Je ne veux pas dire qu'en Italie, comme partout, il n'y ait pas des exceptions. Et cependant, Albert était non seulement un cavalier parfaitement élégant, mais encore un homme de beaucoup d'esprit. De plus, il était vicomte. De nouvelle noblesse, c'est vrai, mais aujourd'hui, qu'on ne fait plus ses preuves. Qu'importe qu'on date de 1399 ou de 1815, par-dessus tout cela, il avait 50 000 livres de rente. C'était plus qu'il n'en faut, comme on le voit, pour être à la mode à Paris. C'était donc quelque peu humiliant de n'avoir encore été sérieusement remarqué par personne dans aucune des villes où il avait passé. Mais aussi comptait-il pour se rattraper de Rome, le carnaval étant, dans tous les pays de la terre qui célèbrent cette estimable institution, une époque de liberté où les plus sévères se laissent entraîner à quelque acte de folie. Or, comme le carnaval s'ouvrait le lendemain, il était fort important qu'Albert lançât son prospectus avant cette ouverture. Albert avait donc, dans cette intention, loué une des loges les plus apparentes du théâtre et fait, pour s'y rendre, une toilette irréprochable. C'était au premier rang, qui remplace chez nous la galerie. Au reste, les 3 premiers étages sont aussi aristocratiques les uns que les autres, et on les appelle pour cette raison les rangs nobles. D'ailleurs, cette loge, où l'on pouvait tenir à 12 sans être serré, avait coûté aux 2 amis un peu moins cher qu'une loge de 4 personnes à l'ambigu. Albert avait encore un autre espoir. C'est que, s'il arrivait à prendre place dans le cœur d'une belle romaine, cela le conduirait naturellement à conquérir un posto dans la voiture, et par conséquent, à voir le carnaval du haut d'un véhicule aristocratique ou d'un balcon princier. Toutes ces considérations rendaient donc Albert plus sémillant qu'il ne l'avait jamais été. Il tournait le dos aux acteurs, se penchant à moitié hors de sa loge et lorgnant toutes les jolies femmes avec une jumelle de 6 pouces de long.
ce qui n'amenait pas une seule jolie femme à récompenser d'un seul regard, même de curiosité, tout le mouvement que se donnait Albert. En effet, chacun causait de ses affaires, de ses amours, de ses plaisirs, du carnaval qui s'ouvrait le lendemain de la semaine sainte prochaine, sans faire attention un seul instant ni aux acteurs ni à la pièce, à l'exception des moments indiqués où chacun alors se retournait, soit pour entendre une portion du récitatif de Coselli, soit pour applaudir quelques traits brillants de Moriani, soit pour crier bravo à la spec. Puis, les conversations particulières reprenaient leur train habituel. Vers la fin du premier acte, la porte d'une loge restée vide jusque-là s'ouvrit, et Franz vit entrer une personne à laquelle il avait eu l'honneur d'être présenté à Paris et qu'il croyait encore en France. Albert vit le mouvement que fit son ami à cette apparition, et se retournant vers lui, « Est-ce que vous connaissez cette femme ?» dit-il. « Oui. Comment la trouvez-vous ?»« Charmante, mon cher. Et blonde. Oh, les adorables cheveux. C'est une Française ? C'est une Vénitienne. Et vous l'appelez ? La comtesse G. Oh, je la connais de nom, s'écria Albert. On l'a dit aussi spirituelle que jolie. Parbleu, quand je pense que j'aurais pu me faire présenter à elle au dernier bal de Madame de Villefort, où elle était, et que j'ai négligé cela, je suis un grand niais. Voulez-vous que je répare ce tort ? Demanda Franz. Comment ? Vous la connaissez assez pour me conduire dans sa loge ? J'ai eu l'honneur de lui parler 3 ou 4 fois dans ma vie, mais vous le savez, c'est strictement assez pour ne pas commettre une inconvenance. En ce moment, la comtesse aperçut Franz et lui fit de la main un signe gracieux auquel il répondit par une respectueuse inclination de la tête. « Ah ça ! Mais il me semble que vous êtes au mieux avec elle, dit Albert. Eh bien, voilà ce qui vous trompe et qui nous fera faire sans cesse à nous autres Français 1000 sottises à l'étranger. C'est de tout soumettre à nos points de vue parisiens. En Espagne et en Italie surtout, ne jugez jamais de l'intimité des gens sur la liberté des rapports. Nous nous sommes trouvés en sympathie avec la comtesse, voilà tout. En sympathie de cœur ? Demanda Albert en riant. Non, d'esprit, voilà tout, répondit sérieusement Franz. Et à quelle occasion ? À l'occasion d'une promenade au Colisée, pareille à celle que nous avons faite ensemble. Au clair de lune ? Oui. Seul ? À peu près. Et vous avez parlé des morts. Ah ! S'écria Albert. C'était en vérité fort récréatif. Eh bien moi, je vous promets que si j'ai l'honneur d'être le cavalier de la belle comtesse dans une pareille promenade, je ne lui parlerai que des vivants. Et vous aurez peut-être tort. En attendant, vous allez me présenter à elle comme vous me l'avez promis. Aussitôt la toile baissée. Que ce diable de premier acte est long. Écoutez la finale. Il est fort beau. Et Coselli le chante admirablement. Oui, mais quelle tournure! L'aspect qui est on ne peut plus dramatique. Vous comprenez que lorsqu'on a entendu la Sontag et la Malibran, ne trouvez-vous pas la méthode de Moriani excellente? Je n'aime pas les bruns qui chantent blond. Ah, mon cher, dit Franz en se retournant, tandis qu'Albert continuait de lorgner. En vérité, vous êtes par trop difficile. Enfin, la toile tomba à la grande satisfaction du vicomte de Morcerf, qui prit son chapeau, donna un coup de main rapide à ses cheveux, à sa cravate et à ses manchettes, et fit observer à Franz qu'il l'attendait. Comme de son côté la comtesse, que Franz interrogeait des yeux, lui fit comprendre par un signe qu'il serait le bienvenu, Franz ne fit aucun retard pour satisfaire l'empressement d'Albert, et faisant, suivi de son compagnon qui profitait du voyage pour rectifier les faux plis que les mouvements avaient imprimés à son col de chemise et au revers de son habit, le tour de l'hémicycle, il vint frapper à la loge numéro 4, qui était celle qu'occupait la comtesse. Aussitôt, le jeune homme qui était assis à côté d'elle sur le devant de la loge se leva, cédant sa place selon l'habitude italienne au nouveau venu, qui doit la céder à son tour lorsqu'une autre visite arrive. Franz présenta Albert à la comtesse comme un de nos jeunes gens les plus distingués par sa position sociale et par son esprit.
Ce qui d'ailleurs était vrai, car à Paris, et dans le milieu où vivait Albert, c'était un cavalier irréprochable. Il ajouta que, désespéré de n'avoir pas su profiter du séjour de la comtesse à Paris pour se faire présenter à elle, il l'avait chargé de réparer cette faute, mission dont il s'inquiétait en priant la comtesse, près de laquelle il aurait eu besoin lui-même d'un introducteur, d'excuser son indiscrétion. La comtesse répondit en faisant un charmant salut à Albert et en tendant la main à Franz. Albert, invité par elle, prit la place vide sur le devant et Franz s'assit au second rang derrière la comtesse. Albert avait trouvé un excellent sujet de conversation. C'était Paris. Il parlait à la comtesse de leurs connaissances communes. Franz comprit qu'il était sur le terrain. Il le laissa aller et lui demanda sa gigantesque lorgnette, puis se mit à son tour à explorer la salle. Seule sur le devant d'une loge, placée au 3e rang en face d'eux, était une femme admirablement belle, vêtue d'un costume grec qu'elle portait avec tant d'aisance qu'il était évident que c'était son costume naturel. Derrière elle, dans l'ombre, se dessinait la forme d'un homme dont il était impossible de distinguer le visage. Franz interrompit la conversation d'Albert et de la comtesse pour demander si cette dernière, si elle connaissait la belle Albanaise qui était si digne d'attirer non seulement l'attention des hommes, mais encore des femmes. « Non, dit-elle. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est à Rome depuis le commencement de la saison, car à l'ouverture du théâtre, je l'ai vue où elle est, et depuis un mois, elle n'a pas manqué une seule représentation. Tantôt accompagnée de l'homme qui est avec elle en ce moment, tantôt suivie simplement d'un domestique noir. »« Comment la trouvez-vous, comtesse ?»« Extrêmement belle. Medora devait ressembler à cette femme. » Franz et la comtesse échangèrent un sourire. Elle se remit à causer avec Albert, et Franz à lorgner son albanaise. La toile se leva sur le ballet. C'était un de ces bons ballets italiens mis en scène par le fameux Henri qui s'était fait, comme chorégraphie en Italie, une réputation colossale que le malheureux est venu perdre au théâtre nautique. Un de ces ballets où tout le monde, depuis le premier sujet jusqu'au dernier comparse, prend une part si active à l'action que 150 personnes font à la fois le même geste et lèvent ensemble ou le même bras ou la même jambe. On appelait ce ballet Poliska. Franz était trop préoccupé de sa belle grecque pour s'occuper du bal, si intéressant qu'il fût. Quant à elle, elle prenait un plaisir visible à ce spectacle, plaisir qui faisait une opposition suprême avec l'insouciance profonde de celui qui l'accompagnait et qui, tant que dura le chef-d'œuvre chorégraphique, ne fit pas un mouvement, paraissant, malgré le bruit infernal que menaient les trompettes, les cymbales et les chapeaux chinois à l'orchestre, goûter les célestes douceurs d'un sommeil paisible et radieux. Enfin, le ballet finit, et la toile tomba au milieu des applaudissements frénétiques d'un parterre enivré. Grâce à cette habitude de couper l'opéra par un ballet, les entr'actes sont très courts en Italie, les chanteurs ayant le temps de reposer et de changer de costume, tandis que les danseurs exécutent leurs pirouettes et confectionnent leurs entrechats.
l'ouverture du second acte commença. Au premier coup d'archet, Franz vit le dormeur se soulever lentement et se rapprocher de la grecque, qui se retourna pour lui adresser quelques paroles et s'accouda de nouveau sur le devant de la loge. La figure de son interlocuteur était toujours dans l'ombre, et Franz ne pouvait distinguer aucun de ses traits. La toile se leva. L'attention de Franz fut nécessairement attirée par les acteurs et ses yeux quittèrent un instant la loge de la belle grecque pour se porter vers la scène. L'acte s'ouvre, comme on sait, par le duo du rêve. Parisina, couchée, laissant échapper devant Azzo le secret de son amour pour Ugo. L'époux trahi passe par toutes les fureurs de la jalousie jusqu'à ce que, convaincu que sa femme lui est infidèle, il la réveille pour lui annoncer sa prochaine vengeance. Ce duo est un des plus beaux, des plus expressifs et des plus terribles qui soit sorti de la plume féconde de Donizetti. Franz l'entendait pour la 3e fois, et quoiqu'il ne passât pas pour un mélomane enragé, il produisit sur lui un effet profond. Il allait en conséquence joindre ses applaudissements à ceux de la salle, lorsque ses mains, prêtes à se réunir, restèrent écartées et que le bravo qui s'échappait de sa bouche expira sur ses lèvres. L'homme de la loge s'était levé tout debout, et à sa tête, qui se trouvait dans la lumière, Franz venait d'y retrouver le mystérieux habitant de Monte Cristo, celui dont la veille il lui avait si bien semblé reconnaître la taille et la voix dans les ruines du Colisée. Il n'y avait plus de doute. L'étrange voyageur habitait Rome. Sans doute l'expression de la figure de Franz était en harmonie avec le trouble que cette apparition jetait dans son esprit, car la comtesse le regarda et éclata de rire, lui demandant ce qu'il avait. « Madame la comtesse, répondit Franz, je vous ai demandé tout à l'heure si vous connaissiez cette femme albanaise. Maintenant, je vous demanderai si vous connaissez son mari. »« Pas plus qu'elle, » répondit la comtesse. « Vous ne l'avez jamais remarqué ? » ?»« Voilà bien une question à la française. Vous savez bien que, pour nous autres Italiennes, il n'y a pas d'autre homme au monde que celui que nous aimons. »« C'est juste, » répondit Franz. « En tout cas, dit-elle en appliquant les jumelles d'Albert à ses yeux et en les dirigeant vers la loge, ce doit être quelque nouveau déterré, quelque trépassé sorti du tombeau avec la permission du fossoyeur, car il me semble affreusement pâle. »« Il est toujours comme cela, » répondit Franz. « Vous le connaissez donc ?» demanda la comtesse. « Alors c'est moi qui vous demanderai qui il est. »« Je crois l'avoir déjà vu, et il me semble le reconnaître. »« En effet, » dit-elle en faisant un mouvement de ses belles épaules, comme si un frisson lui passait dans les veines. « Je comprends que lorsqu'on a vu un pareil homme, on ne l'oublie jamais. » L'effet que Franz avait éprouvé n'était donc pas une impression particulière, puisqu'une autre personne le ressentait comme lui. « Eh bien, demanda Franz à la comtesse après qu'elle eut pris sur elle de le lorgner une seconde fois, que pensez-vous de cet homme ? » Que cela me paraît être Lord Ruthven en chair et en os. En effet, ce nouveau souvenir de Byron frappa Franz. Si un homme pouvait lui faire croire à l'existence des vampires, c'était cet homme. « Il faut que je sache qui il est, » dit Franz en se levant. « Oh non !» s'écria la comtesse. « Non, ne me quittez pas, je compte sur vous pour me reconduire, et je vous garde. »« Comment ? Véritablement ?» lui dit Franz en se penchant à son oreille. « Vous avez peur ? » Écoutez, lui dit-elle. Byron m'a juré qu'il croyait aux vampires. Il m'a dit qu'il en avait vu. Il m'a dépeint leur visage. Eh bien, c'est absolument cela. Ses cheveux noirs,
Ses grands yeux brillants d'une flamme étrange. Cette pâleur mortelle. Et puis, remarquez qu'il n'est pas avec une femme comme toutes les femmes. Il est avec une étrangère. Une grecque. Une schismatique. Sans doute quelque magicienne comme lui. Je vous en prie, n'y allez pas. Demain, mettez-vous à sa recherche si bon vous semble. Mais aujourd'hui, je vous déclare que je vous garde. Franz insista. Écoutez, dit-elle en se levant, je m'en vais. Je ne puis rester jusqu'à la fin du spectacle. J'ai du monde chez moi. Serez-vous assez peu galant pour me refuser votre compagnie? Il n'y avait d'autre réponse à faire que de prendre son chapeau, d'ouvrir la porte et de se présenter son bras à la comtesse. Et c'est ce qu'il fit. La comtesse était véritablement fort émue. Et Franz lui-même ne pouvait échapper à une certaine terreur superstitieuse, d'autant plus naturelle que ce qui était chez la comtesse le produit d'une sensation instinctive était chez lui le résultat d'un souvenir. Il sentit qu'elle tremblait en montant en voiture. Il la reconduisit jusque chez elle. Il n'y avait personne et elle n'était aucunement attendue. Il lui en fit le reproche. « En vérité, lui dit-elle, je ne me sens pas bien, et j'ai besoin d'être seule. La vue de cet homme m'a toute bouleversée. » Franz essaya de rire. « Ne riez pas, lui dit-elle. D'ailleurs, vous n'en avez pas envie. Et puis, promettez-moi une chose. »« Laquelle? Promettez-la-moi. » Tout ce que vous voudrez, excepté de renoncer à découvrir quel est cet homme. J'ai des motifs que je ne puis vous dire pour désirer savoir qui il est, d'où il vient et où il va. D'où il vient, je l'ignore. Mais où il va, je puis vous le dire. Il va en enfer, à coup sûr. Revenons à la promesse que vous vouliez exiger de moi, comtesse, dit Franz. Ah, c'est de rentrer directement à l'hôtel et de ne pas chercher ce soir à voir cet homme. Il a certaines affinités entre les personnes que l'on quitte et les personnes que l'on rejoint. Ne servez pas de conducteur entre cet homme et moi. Demain, courez après lui si bon vous semble, mais ne me le présentez jamais, si vous ne voulez pas me faire mourir de peur. Sur ce, bonsoir. Tâchez de dormir. Moi, je sais bien qui ne dormira pas. Et à ces mots, la comtesse quitta Franz, le laissant indécis de savoir si elle s'était amusée à ses dépens ou si elle avait véritablement ressenti la crainte qu'elle avait exprimée. En rentrant à l'hôtel, Franz trouva Albert en robe de chambre, en pantalon à pied, voluptueusement étendu sur un fauteuil et fumant son cigare. « Ah, c'est vous !» lui dit-il. « Ma foi, je ne vous attendais que demain. »« Mon cher Albert, » répondit Franz, « je suis heureux de trouver l'occasion de vous dire une fois pour toutes que vous avez la plus fausse idée des femmes italiennes. Il me semble pourtant que vos mécomptes amoureux auraient dû vous la faire perdre. »« Que voulez-vous ? Ah, ces diablesses de femmes !» C'est à n'y rien comprendre. Elles vous donnent la main, elles vous la serrent, elles vous parlent tout bas, elles se font reconduire chez elles. Ah, avec le quart de ces manières de faire, une Parisienne se perdrait de réputation. Et justement, c'est parce qu'elles n'ont rien à cacher, c'est parce qu'elles vivent au grand soleil que les femmes y mettent si peu de façon dans le beau pays où résonne le si, comme dit Dante. D'ailleurs, vous avez bien vu que la comtesse a eu véritablement peur. Peur de quoi? De cet honnête monsieur qui était en face de nous avec cette jolie grecque? Et j'ai voulu avoir le cœur net quand ils sont sortis, et je les ai croisés dans le corridor. Je ne sais pas où diable vous avez pris toutes vos idées de l'autre monde. C'est un fort beau garçon qui est fort bien mis, et qui a tout l'air de se faire habiller en France chez Blin ou chez Humann. Un peu pâle, c'est vrai. Mais si vous savez que la pâleur est un cachet de distinction.
Franz sourit. Albert avait de grandes prétentions à être pâle. Aussi, lui dit Franz, je suis convaincu que les idées de la comtesse sur cet homme n'ont pas le sens commun. A-t-il parlé de vous? Et avez-vous entendu quelques-unes de ses paroles? Il a parlé, mais en romaïque. J'ai reconnu l'idiome à quelques mots grecs défigurés. Il faut vous dire, mon cher, qu'au collège, j'étais très fort en grec. Ainsi, il parlait le romaïque? C'est probable. Plus de doute, murmura Franz. C'est lui. Vous dites? Rien. Que faisiez-vous donc là? Je vous ménageais une surprise. Laquelle? Vous savez qu'il est impossible de se procurer une calèche. Pardieu, puisque nous avons fait inutilement tout ce qui était humainement possible de faire pour cela, eh bien, j'ai eu une idée merveilleuse. Franz regarda Albert en homme qui n'avait pas grande confiance dans son imagination. « Mon cher, dit Albert, vous m'honorez là d'un grand... Vous m'honorez d'un regard qui mériterait bien que je vous demandasse réparation. Je suis prêt à vous la faire, cher ami, si l'idée est aussi ingénieuse que vous le dites. Écoutez, j'écoute. Il n'y a pas moyen de se procurer de voiture, n'est-ce pas? Non. Ni de chevaux, pas davantage. Mais l'on peut se procurer une charrette. Peut-être. Une paire de bœufs. C'est probable. Eh bien, mon cher, voilà notre affaire. Je vais faire décorer la charrette, nous nous habillons en moissonneurs napolitains, et nous nous présentons au naturel le magnifique tableau de Léopold Robert. Si, pour plus grande ressemblance, la comtesse veut prendre le costume d'une femme de Puzzole ou de Sorrente, cela complétera la mascarade, et elle est assez belle pour qu'on la prenne pour l'original de la femme à l'enfant. « Pardieu !» s'écria Franz. « Pour cette fois, vous avez raison, monsieur Albert. Et voilà une idée véritablement heureuse. »« Et toute nationale. Renouveler des rois fainéants, mon cher, rien que cela. Messieurs les Romains, vous croyez qu'on courra à pied par vos rues comme des Lazzaroni, et cela parce que vous manquez de calèches et de chevaux? Eh bien, on en inventera. » Et avez-vous déjà fait part à quelqu'un de cette triomphante imagination? À notre hôte. En rentrant, je l'ai fait monter et lui ai exposé mes désirs. Il m'a assuré que rien n'était plus facile. Je voulais faire dorer les cornes des bœufs, mais il m'a dit que cela demandait 3 jours. Et il faudra donc nous passer de cette superfluité. Et où est-il? Qui? Notre hôte? En quête de la chose. Demain, il serait déjà peut-être un peu tard. De sorte qu'il va nous rendre réponse ce soir même. Je l'attends. En ce moment, la porte s'ouvrit et maître Pastrini passa la tête. « Permesso » dit-il. « Certainement que c'est permis » s'écria Franz. « Eh bien, dit Albert, nous avez-vous trouvé la charrette requise et les bœufs demandés? »« J'ai trouvé mieux que cela » répondit-il d'un air parfaitement satisfait de lui-même. « Ah, mon cher hôte, prenez garde, dit Albert. Le mieux est l'ennemi du bien. Que vos excellences s'en rapportent à moi, dit maître Pastrini d'un ton capable. Mais enfin, qu'y a-t-il? Demanda Franz à son tour. Vous savez, dit l'aubergiste, que le comte de Monte Cristo habite sur le même carré que vous. Je le crois bien, dit Albert, puisque c'est grâce à lui que nous sommes logés comme 2 étudiants de la rue Saint-Nicolas du Chardonnay. Eh bien, il sait l'embarras dans lequel vous vous trouvez et vous fait offrir 2 places dans sa voiture et 2 places à ses fenêtres du palais Rospoli. Albert et Franz se regardèrent. « Mais, demanda Albert, devons-nous accepter l'offre de cet étranger, d'un homme que nous ne connaissons pas ?»« Quel homme est-ce que ce comte de Monte Cristo ?» demanda Franz à son hôte. Un très grand seigneur sicilien ou maltais. Je ne sais pas au juste. Ma noble comme un borghese et ricco comme un Windor. Il me semble, dit Franz à Albert,
que si cet homme était d'aussi bonne manière que le dit notre hôte, il aurait dû nous faire parvenir son invitation d'une autre façon, soit en nous écrivant, soit... En ce moment, on frappa à la porte. « Entrez » dit Franz. Un domestique, vêtu d'une livrée parfaitement élégante, parut sur le seuil de la chambre. « De la part du comte de Monte Cristo, pour monsieur Franz d'Épinay et pour monsieur le vicomte Albert de Morcerf, dit-il. Et il présenta à l'hôte 2 cartes que celui-ci remit aux jeunes gens. Monsieur le comte de Monte Cristo, continua le domestique, fait demander à ces messieurs la permission de se présenter en voisin demain matin chez eux. Il aura l'honneur de s'informer auprès de ces messieurs à quelle heure ils seront visibles. Ma foi, dit Albert à Franz, il n'y a rien à y reprendre, tout y est. Dites au comte, répondit Franz, que c'est nous qui aurons l'honneur de lui faire notre visite. Le domestique se retira. Voici ce qui s'appelle faire assaut d'élégance, dit Albert. Allons, décidément. Vous aviez raison, maître Pastrini. Et c'est un homme tout à fait comme il faut que votre comte de Monte Cristo. Alors, vous acceptez son offre? Dit l'hôte. Ma foi, oui, répondit Albert. Cependant, je vous l'avoue, je regrette notre charrette et les moissonneurs. S'il n'y avait pas la fenêtre du palais Rospoli pour faire compensation à ce que nous perdons, je crois que j'en reviendrai à ma première idée. Qu'en dites-vous, Franz? Je dis que ce sont aussi les fenêtres du palais Rospoli qui me décident, répondit Franz à Albert. En effet, cette offre de 2 places à une fenêtre du palais Rospoli avait rappelé à Franz la conversation qu'il avait entendue dans les ruines du Colisée entre son inconnu et son Transtévère. Conversation dans laquelle l'engagement avait été pris par l'homme au manteau d'obtenir la grâce du condamné. Or, si l'homme au manteau était, comme tout portait Franz à le croire, le même que celui dont l'apparition dans la salle argentine l'avait si fort préoccupé, il le reconnaîtrait sans aucun doute, et alors, rien ne l'empêcherait de satisfaire sa curiosité à son égard. Franz passa une partie de la nuit à rêver à ces 2 apparitions et à désirer le lendemain. En effet, le lendemain, tout devait s'éclaircir, et cette fois, à moins que son hôte de Monte Cristo ne possédât l'anneau de Gigès, et, grâce à cet anneau, la faculté de se rendre invisible, il était évident qu'il ne lui échapperait pas. Aussi fut-il éveillé avant 8 heures. Quant à Albert, comme il n'avait pas les mêmes motifs que Franz d'être matinal, il dormait encore de son mieux. Franz fit appeler son hôte qui se présenta avec son obséquiosité ordinaire. Maître Pastrini, lui dit-il, ne doit-il pas y avoir aujourd'hui une exécution? Si, Excellence. Mais si vous me demandez pour avoir une fenêtre, vous vous y prenez bien tard. Non, reprit Franz. D'ailleurs, si je tenais absolument à voir ce spectacle, je trouverais place, je pense, sur le mont Pincio. Oh, je présumais que votre Excellence ne voudrait pas se compromettre avec toute la canaille dont c'est en quelque sorte l'amphithéâtre naturel. Il est probable que je n'irai pas, dit Franz. Mais je désirais avoir quelques détails. Lesquels? Je voudrais savoir le nombre des condamnés, leur nom et le genre de leur supplice. Cela tombe à merveille, Excellence. On vient justement de m'apporter les tavolettes. Qu'est-ce que les tavolettes? Les tavolettes sont des tablettes en bois que l'on accroche à tous les coins de rue la veille des exécutions et sur lesquelles on colle les noms des condamnés, la cause de leur condamnation et le mode de leur supplice. Cet avis a pour but d'inviter les fidèles à prier Dieu de donner aux coupables un repentir sincère. Et l'on vous apporte ces tavolettes pour que vous joigniez vos prières à celles des fidèles? Demanda Franz d'un air de doute. Non, Excellence! Je me suis entendu avec le colleur. Il m'apporte comme cela, comme il m'apporte les affiches de spectacle, afin que, si quelqu'un de mes voyageurs désire assister à l'exécution, il soit prévenu. Ah, mais c'est une attention tout à fait délicate, s'écria Franz. Oh, dit maître Pastrini en souriant, je puis me vanter de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour satisfaire les nobles étrangers qui m'honorent de leur confiance.
C'est ce que je vois, mon hôte. Et c'est ce que je répéterai à qui voudra l'entendre, soyez-en bien certains. En attendant, je désirerais lire une de ces tavolettes. « Ça sera bien facile, dit l'hôte en ouvrant la porte. Y en effet mettre une sur le carré. Il sortit, détacha la tavolette et la présenta à Franz. Voici la traduction littérale de l'affiche patibulaire. On fait savoir à tous que le mardi 22 février, premier jour de carnaval, seront, par l'arrêt du tribunal de la Rota, exécutés sur la place del Popolo le nommé Andrea Rondolo, coupable d'assassinat sur la personne très respectable et très vénérée de Don Cesare Terlini, chanoine de l'église de Saint-Jean-de-Latran, et le nommé Peppino, dit Roccapriori, convaincu de complicité avec le détestable bandit Luigi Vampa et les hommes de sa troupe. Le premier sera mazzolato et le second décapitato. Les âmes charitables sont priées de demander à Dieu un repentir sincère pour ces deux malheureux condamnés. C'était bien ce que Franz avait entendu la surveille dans les ruines du Colisée, et rien n'était changé au programme. Les noms des condamnés, la cause de leur supplice et le genre de leur exécution étaient exactement les mêmes. Ainsi, selon toute probabilité, le Transtévère n'était autre que le bandit Luigi Vampa et l'homme au manteau Simbad le marin qui, à Rome comme à Porto Vecchio et à Tunis, poursuivait le cours de ses philanthropiques expéditions. Cependant, le temps s'écoulait. Il était 9 heures et Franz allait réveiller Albert lorsqu'à son grand étonnement, il le vit sortir tout habillé de sa chambre. Le carnaval lui avait trotté par la tête et il avait éveillé plus matin que son ami ne l'espérait. « Eh bien, dit Franz à son hôte, maintenant que nous voilà tout près tous deux, croyez-vous, mon cher monsieur Pastrini, que nous puissions nous présenter chez le comte de Monte Cristo ?»« Ah, bien certainement, répondit-il. Le comte de Monte Cristo a l'habitude d'être très matinal, et je suis sûr qu'il a plus de 2 heures déjà qu'il est levé. » « Et vous croyez qu'il n'y a pas d'indiscrétion à se présenter chez lui maintenant ?»« Oh, certo, répondit-il. Le comte de Monte Cristo. Ah, oh. Et vous croyez qu'il n'y a pas d'indiscrétion à se présenter chez lui maintenant ? Aucune. En ce cas, Albert, si vous êtes prêt. Entièrement prêt, dit Albert. Allons remercier notre voisin de sa courtoisie. Allons. Franz et Albert n'avaient que le carré à traverser. L'aubergiste les devança et sonna pour eux. Un domestique vint ouvrir. « I signori francesi. »« I signori francesi » dit l'hôte. Le domestique s'inclina et leur fit signe d'entrer. Ils traversèrent 2 pièces meublées avec un luxe qu'ils ne croyaient pas trouver dans l'hôtel de maître Pastrini, et ils arrivèrent enfin dans un salon d'une élégance parfaite. Un tapis de Turquie était tendu sur le parquet, et les meubles les plus confortables offraient leurs coussins rebondis et leurs dossiers renversés. De magnifiques tableaux de maîtres, entremêlés de trophées d'armes splendides, étaient suspendus aux murailles et de grandes portières de tapisserie flottaient devant les portes. « Si leurs excellences veulent s'asseoir, dit le domestique, je vais prévenir monsieur le comte. » Et il disparut par une des portes. Au moment où cette porte s'ouvrit, le son d'une gouzla arriva jusqu'aux 2 amis, mais s'éteignit aussitôt. La porte, refermée presque en même temps qu'ouverte, n'avait été pour ainsi dire laissée pénétrer dans le salon qu'une bouffée d'harmonie. Franz et Albert échangèrent un regard et reportèrent les yeux sur les meubles, sur les tableaux et sur les armes. Tout cela, à seconde vue, leur parut encore plus magnifique qu'à la première. « Eh bien, demanda Franz à son ami, que dites-vous de cela ?»« Ma foi, mon cher, je dis qu'il faut que notre voisin soit quelque agent de change qui a joué à la baisse sur les fonds espagnols ou quelque prince qui voyage incognito. »« Chut !» lui dit Franz. « C'est ce que nous allons savoir, car le voilà. »
En effet, le bruit d'une porte tournant sur ses gonds venait d'arriver jusqu'aux visiteurs. Et presque aussitôt, la tapisserie, se soulevant, donna passage au propriétaire de toutes ses richesses. Albert s'avança au-devant de lui, mais Franz resta cloué à sa place. Celui qui venait d'entrer n'était autre que l'homme au manteau du Colisée, l'inconnu de la loge, l'hôte mystérieux de Monte Cristo. Et voilà chers amis, c'est tout pour cet épisode du Conte de Monte Cristo, tome 2. Rendez-vous la semaine prochaine à 21 h pour la suite. Raveline, j'ai envie de faire comme mon neveu de 1 an et demi. Encore. Et non, c'est tout pour aujourd'hui chers amis. C'est tout pour le moment, eh bien il y aura... la semaine prochaine, un nouvel épisode, bien entendu. Mais, Keferan, Claire, encore. Je suis ravi de vous savoir si client de cette histoire, de vous savoir si patient et toujours fidèle au poste. D'ailleurs, j'en profite, coucou à Dr Disrespect qui est passé dans le coin. Je ne sais pas si tu es toujours là, mais dans le cas où tu serais encore ici, bienvenue à toi. N'hésite pas à venir te pointer et discuter dans le clavardage. Je dis ça parce que je crois ton pseudo ne m'est pas tout à fait étranger, Dr Disrespect, ça me dit quelque chose. J'arrive plus à savoir pourquoi, mais ça me dit quelque chose. Suisse-Kazoo dit Wep, vivement jeudi prochain, de 1 parce que le prochain live lecture, et de 2 parce que ce sera le début des vacances. Ah, les vacances de Suisse-Kazoo. Les vacances de Suisse-Kazoo, incroyable. Enfin, Suisse-Kazoo va se reposer, va se détendre, va faire autre chose que travailler. J'en suis absolument ravi. Et là, pour la peine, je suis très heureux de savoir que ça va se passer. Bien, de votre côté, aïe, ça a fonctionné autant que faire se peut pendant la lecture, mais là, subitement, ma capacité à m'exprimer s'écroule complètement. Bien, comment ça va dans le clavardage? Où en êtes-vous dans votre soirée? Est-ce que vous êtes toujours dans un bon moment d'ambiance? Raveline, enfin Kazu va pouvoir réévoluer en Kazu. Oui, c'est très bien. Il faut que Monsieur Zou sache prendre des vacances à l'occasion. Ça lui fera le plus grand bien. Voilà. Mais du coup, pour l'instant, petit live assez court. Alors la bonne nouvelle, c'est que je sais maintenant, c'est quoi une Corentin du futur, prends note. Ça, c'est 31 pages, donc ça veut dire qu'on peut monter jusqu'à 40. On peut monter jusqu'à 40. Et puis, comme ça, c'est su. L'avantage, comme ça, c'est que ça fait vraiment une demi-heure d'introduction. Les gens ont pu arriver, lecture, et ensuite, on a encore un peu de temps pour discuter ensemble avant la fin du direct. Et puis, potentiellement, si Bavard est là dès la semaine prochaine, pour le train de la hype, non. Le ban, non plus. Le raid, voilà, c'est le terme que j'ai cherché. L'expédition. L'assaut. Albert est insupportable. J'ai un attachement tout particulier à ce genre de personnage. Je les adore. SudPodDB se régale de croissants au jambon sortis du four cuisiné par le jeune auditeur en écoutant le conte de Monte Cristo. Aïe, ça donne envie. Ça donne tellement envie. Kiefer 99 à l'abordage. Oui, l'abordage. Très bonne traduction.
Ça me paraît tout à fait valable, tout à fait bon, tout à fait opérationnel et juste. Bien, bien, bien. Chers amis, j'avoue que j'arrive plus ou moins à court de discussion. Kefir99, heureusement, je vais manger, sinon j'aurais trop faim. Ah oui. Ravline, ah j'aime beaucoup ce genre de perso, mais on a envie de lui coller des claques. Oui, mais en fait la bonne nouvelle c'est que ce genre de personnages-là, ils sont déjà punis par l'intrigue. C'est pour ça que je les adore, c'est qu'ils sont... Les personnages prétentieux, quand ils sont écrits comme ça, ils sont absolument délicieux parce que justement, bah, leur prétention fait qu'ils sont insupportables, mais comme ils échouent constamment, c'est délicieux, et en même temps, ils insistent toujours, donc c'est pour ça, j'adore ce genre de personnage. C'est un Gaston dans La Belle et la Bête, pour citer un exemple Disney. J'adore ce genre de personnage, faut pas chercher. Voilà. Chers amis, avez-vous des sujets de conversation, des discussions, des questions éventuelles concernant la suite du programme, la suite de la soirée, des choses et d'autres? Parce que je vous avoue qu'en termes d'énergie, je suis plutôt en régime bas ce soir, donc je pense que je vais pas faire de zèle à 21 h au plus tard, je lance le générique de fin. Mais, si on a plus rien d'autre à se dire pour ce soir, eh bien, je clôturerai un petit peu plus tôt. Soutpelote DB, désolé, mais je me sentais obligé de partager. Non, mais y a pas de souci, Soutpelote, hein, y a pas de problème. Ça donne envie, Mais, voilà, je passerai ma frustration. D'autant que, il y a des recettes de croissants au jambon? Je regarderai ça plus tard. Je regarderai ça une autre fois. C'est pas le moment, en pleine émission, de faire ce genre de bêtises. Ravine, le compteur va s'envoler à tir de zèle. Ah 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 ah. J'ai plus l'énergie. J'ai plus l'énergie pour rire correctement. Pouf. Super DB. L'Aube interprète très bien ce genre de spécimen. Ah mais si. Alors je suis très content si vous les trouvez bien interprétés. En ce qui me concerne, encore une fois, c'est un plaisir à lire et c'est un plaisir à jouer. J'adore les personnages vains. En fait, je prends autant de plaisir à jouer les personnages vains que les personnages véritablement héroïques. Ils sont pendant l'un de l'autre. Et le micro permet clairement cela quand on sait interpréter, quand on sait typer les voix. Ça permet totalement de prendre corps sur ces deux registres de jeu qui sont tout à fait différents et terriblement complémentaires. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a ce duo Franz-Albert, avec Albert qui est complètement déluré et qui échoue constamment, avec un Franz qui, lui, est presque un Edmond Dantès bis. Les personnages vains et les personnages de cidre. Bien, avons-nous d'autres sujets de conversation? Chers amis. Oh là là, le manque de respect est total. Le manque de respect est absolument total et absolu. Il semblerait que finalement, vous aussi, ce soit plutôt le milieu de soirée un peu présent pour l'émission, un peu la fatigue. Suskazu, d'où tu me piques mon boulot, c'est à moi de faire des blagues de papa. Il n'y a pas besoin de se cacher pour autant. Il n'y a pas besoin de se cacher pour autant. Si on rate une blague, il faut assumer le bide. Il faut assumer le bide. C'est tellement généreux. Tout le principe du clown est basé là-dessus. Alors, sans pour autant faire un aparté vraiment complet, une des règles très faciles à appliquer pour ça, c'est quand le personnage veut faire une blague, c'est un bide. Et quand il cherche pas à faire rire, il fait rire. Donc, il faut assumer les bides. Il faut assumer les bides. Assumons les bides. La mode du stand-up a fait beaucoup de mal à ça parce qu'elle a créé... Enfin, elle a fait beaucoup de mal à ça. En tout cas, elle a écarté cette idée-là en proposant très longtemps l'idée selon laquelle, quand on fait une blague pas drôle, soit on l'annule,
en s'excusant ou je ne sais quoi, ou alors en faisant genre non mais en fait c'est bon je gère. Voilà, il y a un côté annulation. Non non, si c'est un bide, c'est un bide et c'est encore plus drôle. S'il y a une mauvaise blague et que ça devient drôle parce que le personnage qui la raconte est gêné, c'est délicieux. C'est délicieux. Bien. Bon. Au vu du calme ambiant, chers amis, je pense que nous allons nous en arrêter là. Il n'y a pas de raison de faire de zèle. Donc, je vous rappelle la suite du programme. Et je crois que Discord sur mon PC ne veut plus s'ouvrir pour ce soir. C'est une catastrophe. C'est pas grave, on va se récupérer sur le Discord du portable. Hop. Alors, pif, paf, puf. Demandez le programme. Voilà, la suite du programme, c'est ce samedi matin à 9h pour un nouveau Café des Fables. Nous poursuivons notre voyage dans l'enfer de Dante Alighieri. Si vous ne l'avez pas encore, si vous n'avez pas encore vu l'émission de la semaine passée, je vous invite à vous rendre soit sur la chaîne YouTube, soit sur la chaîne Odyssée, préférentiellement la chaîne Odyssée. Profitez-en pour vous abonner. C'est la chaîne de secours, c'est un service concurrent YouTube qui mérite d'être découvert. Et surtout, si un jour on devait avoir un pépin, c'est là qu'on irait se retrouver. Tant pour les rediffusions des émissions que pour les émissions elles-mêmes, puisqu'ils sont capables de faire des directs qu'on testera tout prochainement. Je me répète donc, samedi matin à 9h, Café des Fables, la suite de l'enfer de Dante Alighieri. Lundi prochain à 20h. Lundi prochain à 20h, c'est live jeu de rôle, et si je ne dis pas de bêtises, c'est du Paranoia. Absolument, lundi prochain, c'est du Paranoia, donc rendez-vous à 20h avec Livia, Kazoo et Pierre, qui joueront un scénario de Paranoia que j'ai écrit déjà il y a 2 semaines. Je me réjouis très très fort de voir cette partie se dérouler. J'espère que ce sera aussi drôle dans l'exécution que ce que j'ai dans la tête. Rendez-vous lundi à 20h pour le savoir. Et puis bien sûr la suite du Comte de Monte Cristo, jeudi prochain à 21h. Si ça se trouve, après le direct de Bavard Stories, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est un jeudi soir, c'est jeudi soir. Mais je ne saurai ça qu'après avoir communiqué avec Bavard, parce que pour l'instant, je n'arrive pas à le savoir. Je ne peux pas le savoir. J'ignore de le savoir. Voilà. Donc, rappel concis, 9h samedi matin pour la suite de l'enfer dans le Café des Fables. Lundi à 20h pour Paranoia avec Livia, Kazoo et Pierre. Et jeudi prochain à 21h, la suite du Comte de Monte Cristo. Dracophanie, oula, je passe donc juste à la fin. Débordé que je suis, un plaisir de t'avoir en fond. Et bien écoute, c'est un vrai plaisir de te lire aussi en fin de direct. Dracophanie, merci beaucoup d'avoir été là. Je suis ravi si ça t'a plu. En tout cas, rendez-vous, comme je le disais, samedi matin 9h pour le Café des Fables, lundi à 20h pour le live jeu de rôle sur Paranoia et jeudi prochain à 21h pour la suite du Comte de Monte Cristo. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, zou. Bye bye tout le monde. Le jour, irrésistiblement, achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant. Et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur.
Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes.